Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du jeudi 6 juillet, on parlera d'une thérapie novatrice en Sarthe. La Psychobox, c'est son nom, c'est une première dans le Grand Ouest. Ça permet en fait de libérer sa rage sur un ring, vous le verrez dans ce journal. Des cerfs élevés comme des vaches ou des moutons dans une ferme, nous vous proposons de découvrir cet élevage, pas tout à fait comme les autres. Et puis l'art contemporain au milieu des objets préhistoriques, ça se passe au Carré Plantagenet. Mon invité, c'est Yann Roustel de l'association Cénomane. Bonjour. Bonsoir. Vous nous parlerez des stocks de sang qui baissent en ce moment en France. On le verra tout à l'heure. Faire sortir sa rage sur un ring, ça peut aussi être une thérapie. C'est ça, c'est le principe de la Psychobox. En avant-première, la rédaction d'LMTV vous propose de découvrir ce dispositif, je vous le disais en titre, unique dans le Grand Ouest. Direction tout de suite à l'Aune avec Laure Girard. Le ring, bien mieux qu'un cabinet de psy pour Élodie. Victime de violence, la jeune femme a enfin trouvé la thérapie qui lui permet d'avoir confiance en elle, mais aussi envers les autres. Elle est pour cela encadrée par 2 thérapeutes, dont Farid. Moi, je vais boxer à cette force-là maximum. Vite, mais ça n'ira pas plus fort. Bien plus qu'un simple partenaire d'entraînement. Psychoboxeurs, par exemple, ils vont m'imaginer en tant qu'agresseur, par exemple, ou en tant que père, en tant que mère, voilà, peu importe. Enfin, je vais endosser un rôle soit de victime, soit d'auteur de violence. Et ça va les aider à faire avec cette violence qu'ils ont vécue, ou cette violence qu'ils ont envie de transmettre, en fait, ou envie d'agir sur moi. Ici, les règles de la boxe en tant que sport ne sont pas respectées à la lettre, mais son esprit, oui. Le sujet peut, quant à lui, arrêter l'échange quand il le souhaite. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Commencez à respirer. Ouais. Non, ça va. Non, c'est bon? D'accord. Et après 1 minute 30 d'assaut, vient le moment de la verbalisation, une libération. Déjà, je suis en confiance, donc je peux permettre d'évacuer certaines choses. D'accord. Il fallait que ça sorte de toute façon. En à peine 6 séances, Élodie a pris conscience de traumatismes qu'elle avait enfouis. Et ça m'a permis de mettre des freins sur le passé, de classer des affaires classées. Mais vous les connaissiez, ces affaires, ou elles sont ressorties à Il y en a qui sont ressorties. Il y en a qui avaient déjà, il y en a qui sont ressortis. Une première étape pour se reconstruire. Depuis 1 an et demi, Stéphanie, psychologue, et Farid, éducateur, testent ce dispositif unique dans le Grand Ouest. Tous 2 travaillent pour l'association d'aide sociale Montjoie. Aujourd'hui, elles souhaitent développer la Psychobox. L'expérimentation qui a été menée par les 2 psychoboxeurs au sein de l'association Montjoie a été évaluée avec des cas cliniques. Et aujourd'hui, aux partenaires qui pousseront notre porte, on pourra parler concrètement des effets attendus et possibles. En attendant, Élodie continue les séances. Sur le ring, elle transforme sa rage en énergie de vie. Accueillons à présent l'invité de ce journal. Oui, Yann Roustel, président de l'association Cénomane pour le don du sang. Vous êtes ici pour nous parler d'une baisse des stocks de sang en France. Vous me disiez que ça concerne certains types de sang, pas tous. C'est vrai que là, actuellement, on a des grandes difficultés pour faire venir les donneurs de sang sur les collectes. On a l'habitude d'avoir la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin. C'est un peu stratégique par rapport au calendrier. Ça nous permet en fin de compte de reconstituer des stocks de sang nécessaires pour les vacances, voilà, pour l'été. Simplement, c'est que cette année, le 14 juin est tombé pendant la période de canicule. Alors, elle a touché la Sarthe, bien sûr, mais elle a aussi touché la France. Du coup, ça a eu comme conséquence d'avoir une chute des dons du sang, notamment dans certaines régions. Les prévisions étaient en baisse de l'ordre de 30%. Et donc du coup, avant l'été, il a fallu qu'on tire le signal d'alarme, puisque dans certains groupes, dans certains phénotypes, il peut y avoir des manques de sang. Donc voilà. Ça concerne quelle région ? Surtout la région sud-ouest, mais surtout aussi la région parisienne, la région PACA. Et il y a un effort national. Il faut savoir que chaque région est un petit peu solidaire. Et dès qu'il y a une région qui est un petit peu en difficulté, les autres régions viennent en aide à ces régions-là. La région Pays de Loire est
été encore en bonne élève, on va dire, mais simplement c'est qu'on envoie beaucoup de poches sur les régions en difficulté et donc il nous faut reconstituer les stocks. C'est pour ça qu'il y a un appel actuellement au don du sang au niveau du département. Donc je précise, c'est du sang du groupe O et O négatif. Hein, c'est vrai qu'on recherche beaucoup les groupes O et O négatifs. Lorsqu'il y a des accidents de la route notamment ou des urgences vitales par rapport aux malades, on va transfuser directement du O. Donc on est à la recherche de donneur universel. On est à la recherche de tous les donneurs bien sûr, mais c'est vrai que si vous êtes O et O négatif, on va vous demander une sensibilisation, une mobilisation un peu plus importante. Vous disiez que la Sarthe et les Pays de la Loire en général sont plutôt des bons élèves. Comment ça se fait en fait que le territoire soit si bien pourvu en dons de sang? La réussite des collectes de sang est due notamment à l'établissement français du sang, mais il y a besoin d'avoir des associations pour pouvoir aider l'établissement français du sang. Il y a une époque, notre département était plutôt pauvre en vie associative, en association. Depuis quelques temps maintenant, il y a des associations qui commencent à se créer dans le département. Et puis grâce à vous aussi, c'est Nolan qui fait un travail exceptionnel. Merci. Et c'est vrai qu'au niveau de la région, il y a beaucoup d'associations, notamment en Vendée ou en Loire-Atlantique, et on sait que lorsqu'il y a une association présente pour le don du sang, il y a une augmentation de 30 à 40%, voire même plus parfois, de la fréquentation des collectes de sang. Je change totalement de sujet, enfin ça concerne toujours votre association bien sûr, mais la semaine dernière, les gens du Gorafi, vous savez ce site satirique d'information sur internet, étaient présents en Sarthe. Ils vous ont remis un petit chèque, il me semble? Ils nous ont remis un chèque de 740 €. Hein, c'est vrai que il y avait 5 associations qui ont été sélectionnées pour cette cagnotte un petit peu originale, on va dire. C'est de l'argent qui nous est tombé dessus. C'est vrai que pour nous, ça nous permet de financer des projets, notamment on a un gros projet d'aller dans les écoles pour essayer de sensibiliser un petit peu les jeunes, et par l'intermédiaire des jeunes également les parents, de façon à aller sur les collectes de sang, pour aller donner du sang, du plasma, des plaquettes, et aussi une inscription pour le don de moelle osseuse. C'était une bonne surprise, vous ne vous y attendiez pas, vous n'étiez pas prévenu. Ouais. Je rappelle que pour s'informer sur les modalités pour donner son sang en Sarthe, il faut se rendre sur le site dondesang.esf.sarthe.fr. Toutes les informations y sont réunies, et puis tout simplement taper don du sang sur Google, vous devriez trouver assez facilement. Merci beaucoup Johan Roustel d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Sans transition, un TGV percute un troupeau de vaches entre Noyen et la Suze. C'était ce jeudi en début d'après-midi. Le TGV Nantes-Lille a percuté le troupeau vers 13h15, entraînant son arrêt avec 250 passagers à bord. Le conducteur a réussi à réparer le train qui est reparti vers 15h15 en direction de Sablé pour rediriger les passagers. Le trafic a été perturbé. 2 autres TGV ont dû être déviés par la virgule de Sablé. Du côté du troupeau de vaches, le bilan est de 5 morts. Une photo prise dans le tramway du Mans fait le buzz sur Internet. Panne d'essence ou simple flemme, il faudrait lui demander. Toujours est-il que cet homme a préféré prendre le tramway en scooter. Une photo partagée plus de 800 fois sur Twitter. Pas sûr que la CETRAM de son côté, la société qui gère les tramways, ait apprécié la blague. Partons à présent visiter une ferme pas comme les autres. Oui, car dans la ferme de La Haye, on élève des cerfs pour leur viande depuis bientôt 30 ans. Il est également possible de visiter l'élevage et de découvrir le mode de vie des cervidés. Le reportage tout de suite de Diane Lemoisson. Chez les cerfs, à chaque saison, c'est changement. En ce moment, les bois des mâles sont recouverts de velours, mais ça ne va pas durer. Vous avez vu? Là, ce sont des canaux sanguins, tout ça. Il y a du sang pour irriguer actuellement. Donc ici, le bois, ils appellent ça la mousse, certaines personnes, c'est du velours exactement. Donc le cerf va se frotter sur les arbres, dans les haies partout, et va faire tomber cette peau, ça dure 3 jours. Donc les mouches et tout, il va y avoir des mouches partout, ils vont nettoyer les cavités du bois, et après le bois va devenir solide. Impossible de ne vivre que de l'élevage et de la vente de la viande, alors Dominique pratique l'agritourisme. Il propose notamment à ses visiteurs un safari en véhicule tout-terrain. Pour autant, ces animaux restent sauvages. Ils ne se nourrissent que de l'herbe naturelle, d'eau fraîche et de presque liberté. On évite que ces animaux, sauf ces animaux que vous voyez là devant vous, ils sont imprégnés un peu par le public. Par contre, à l'intérieur des parcs, personne ne peut descendre dans les parcs puisqu'on leur laisse leur totale liberté. Et on ne veut pas que les gens approchent trop aussi des animaux. Donc c'est une ferme, on leur laisse vraiment... Ils s'ébattent vraiment dans un endroit, je dis toujours 5 étoiles.
Voyez plutôt 40 hectares pour un peu plus de 200 bêtes réparties par famille et par âge. Il y a un mois, c'était la période des naissances. Certains petits faons sont encore tapis seuls dans les herbes en attendant d'avoir la force suffisante pour rejoindre le groupe. Surtout si un jour vous voyez un faon, ne touchez jamais un faon, il n'est pas perdu. Ne croyez pas, souvent elle le met au soleil près d'une lisière. Et elle le met là, c'est comme un oiseau dans son nid, il ne peut pas voler, lui il ne peut pas trop se déplacer, suivre sa mère, il n'a pas cette force. Donc au bout de 12-15 jours, selon les animaux, l'animal suit sa mère. Donc elle vient le faire boire toutes les 3 heures, elle le déplace, elle lui fait sa toilette, etc. Et elle l'éduque, et elle le recouche, il se recouche dans son gîte. Et après, au bout de 10 jours, 12 jours, 15 jours, il a de la force, il peut suivre sa mère et le troupeau. La ferme sera ouverte au public les après-midi du 18 juillet et du 1er août. Départ des visites toutes les heures. Le chantier était attendu. La première pierre symbolique du pôle éducatif et sportif Curie Pasteur d'Allonnes a été posée ce matin. Un vaste chantier de 5 millions d'euros qui verra naître une nouvelle école, un nouveau gymnase et des locaux de restauration et périscolaire pour les établissements Curie et Pasteur d'Allonnes. La livraison est prévue courant 2018, mais surtout ces travaux marquent une nouvelle étape du renouveau urbain pour Allonnes qui entame avec ce chantier la deuxième phase des travaux financés par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Le montant global de l'enveloppe pour tous les chantiers allonnais ne sera connu qu'au premier trimestre 2018. Toutefois, le maire d'Allonnes va se rendre prochainement dans les locaux de l'agence pour négocier une accélération des travaux. On l'écoute au micro de Michael Texier. Mardi 12 juillet, nous serons dans les locaux de l'ANRU à Paris pour demander un départ anticipé des travaux, notamment pour la première partie place Mandela, pour construire le foyer logement, 15 logements en accession à la propriété, puis également 5 cases commerciales. Donc la mutation, la mue de la ville continue pour essayer de répondre le mieux possible aux attentes des habitants. Et puis en bref, une nouvelle recrue au MSB, Mathias. Et oui, il est bien connu des Sartois car c'est Roméo Travis qui revient dans les rangs du MSB. Cet Américain de 32 ans, récent finaliste des playoffs avec Strasbourg, revient donc au Mans. Il était un élément de la réussite du MSB en 2016. Il a déclaré, je cite, vouloir permettre au MSB de retrouver son rang, une place en playoffs et pourquoi pas mieux encore. Fin de citation. Direction la fraîcheur du Carré Plantagenet pour y découvrir une exposition originale. L'artiste sartoise Frédéric Petit expose ses œuvres d'art contemporain au milieu des objets préhistoriques et médiévaux, comme un écho contemporain découverte avec Michael Texier. Pour Frédéric Petit, exposer au Carré Plantagenet était comme une évidence, tellement ce musée et ses collections lui parlent. Je me suis dit que là, il y avait un très bel espace. Je connaissais le Carré. Je ne sais pas, je m'y suis vue, je pense. Elle a décidé d'entrer en résonance avec le lieu et expose ses œuvres, certaines anciennes, d'autres plus récentes, comme ce calendrier. Une case par jour remplie de 5 cailloux ramassés à chaque fois dans la cour de l'artiste. Voici les 2 ans de maturation du projet avant l'exposition. C'est une manière, pour moi aussi, de ponctuer ce temps qui va passer et en plus en relation avec ce musée qui part du Paléolithique, qui va jusqu'au Moyen-Âge. Donc il y a différentes comme ça couches de temps. Donc c'était ma manière à moi de l'interpréter. Frédéric Petit rythme le parcours du musée avec ses tapisseries, travail ancien et toujours d'actualité. Ses tressages aussi de fil de fer, comme brodés finement de petites touches délicates qui s'inspirent de son quotidien à Saint-Côme-en-Véret. Avant, j'habitais en ville, je ne faisais pas du tout la même chose. Mes sujets, c'était autre chose. C'était justement plus fermé, plus... je n'étais pas aussi inspirée. Disons que là, maintenant, j'ai trouvé un environnement qui est plus en accord avec moi-même. C'est comme un jeu de piste entre les collections du musée et les œuvres de la Sartoise. Le visiteur va pouvoir, à travers la découverte de l'exposition de Frédéric, redécouvrir les collections du musée. Et c'est aussi ça la force de ce type de projet. L'artiste joue avec le visiteur aux visiteurs de venir jouer jusqu'au 31 décembre. Et si cette exposition vous intéresse, vous pouvez la découvrir jusqu'au 31 décembre au Carré Plantagenet du Mans. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour la météo. Le temps continue en tout cas, les températures continuent de monter. En tout cas, vous allez le voir, encore pour tout le week-end. On en parle dans un instant. Puis ensuite, on se retrouvera ici pour le Face à la Rédac. À tout de suite.